8h18, le petit déjeuner politique ce matin. Nicolas Bay est avec nous, député européen et vice-président exécutif de Reconquête. Oui, bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Les violences du 1er mai, le 3e tour social, Zemmour, Marine Le Pen, discussion ou non entre Reconquête et Rassemblement National, l'Ukraine et les frontières de l'Europe. Autant de sujets que nous allons essayer d'aborder ce matin. Commençons donc par ces manifestations du 1er mai. Alors, violence à Paris avec des casseurs. Ailleurs, ça a été globalement plutôt calme. Est-ce qu'on peut vraiment anticiper ce genre de dérive ? Oui, on peut d'autant plus les anticiper qu'elles ont lieu à chaque 1er mai. Oui, et même depuis quelques années. Oui. Et même, elles ont lieu dans la plupart des manifestations de rue, que ce soit des cortèges syndicaux ou d'une autre nature. C'est-à-dire que la police, les services de renseignement de la police connaissent parfaitement ces casseurs. Ce sont les Black Blocs, les milices d'extrême gauche qui sont très organisées. En réalité, les effectifs ne sont pas considérables. On le voit d'ailleurs très bien sur les images. C'est quelques dizaines, peut-être quelques centaines au maximum. Ils sont identifiés et identifiables. Donc la défaillance, elle est politique. À chaque fois, on a la même scène. On a Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui vient commenter sa propre impuissance. Il vient nous expliquer ce qui s'est passé, il condamne fermement. Mais le rôle du ministre de l'Intérieur, c'est pas de condamner fermement en faisant un tweet après que les pillards et les casseurs s'en soient donnés à cœur joie dans Paris. Mais comment voulez-vous faire avant, en anticipant? Vous pouvez pas interdire la manifestation, et puis il y a des gens qui réussissent à s'infiltrer, en fait. C'est un problème de sanction et de fermeté. Ouais. Il faut que ceux qui commettent ce genre d'exaction, soient interpellés, qu'ils aient la certitude d'être lourdement condamnés. Normalement, celui qui attaque comme ça des pompiers, qui détruit tout sur son passage, il doit passer des années derrière les barreaux. C'est ce que prévoit le code pénal. C'est pas simplement une réclamation. C'est ce que prévoit aujourd'hui la loi telle qu'elle existe en France et telle qu'elle n'est pas appliquée et telle qu'elle n'est pas appliquée par le ministre de l'Intérieur. Ouais. Bon, donc Nicolas Bay, vous dites la même chose finalement que Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que à la fois Monsieur Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et le préfet allemand auraient pu anticiper. Mais oui, ils auraient pu anticiper. La petite différence, si vous me permettez, avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que il y a toujours une espèce de petite tendresse finalement pour l'extrême gauche qui casse. Ouais. C'est-à-dire, et d'ailleurs, il y a un vrai sujet en France. Il n'a pas approuvé. La classe politique. Non, mais Nicolas Bay, il n'a pas approuvé les casseurs. Non, formellement non, mais la classe politique et une partie de la classe médiatique a toujours une petite tendresse pour cette extrême gauche qui, en toutes circonstances, commet des actes de violence. Mais c'est-à-dire, comment ça se traduit cette petite tendresse? Bien souvent, on dit les Black Blocs, voilà, ils sont condamnés. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. En réalité, la classe médiatique et la classe politique ne condamnent pas. Elle condamne les violences, mais il n'y a pas grand monde qui dit clairement qu'il faudrait évidemment les mettre hors d'état de nuire. Et encore une fois, c'est pas comme si c'était des milliers et des milliers de personnes et que même si vous en condamnez un certain nombre, il y en a d'autres qui continuent à prospérer et à être dans la nature. C'est pas vrai. En réalité, il y en a pas beaucoup. Les meneurs, c'est quelques dizaines. On est parfaitement capable aujourd'hui de les identifier, parfaitement capable, si on s'en donne les moyens, de les interpeller sur place. Évidemment, il faut déployer les moyens, les effectifs nécessaires de la police. Et ensuite, il faut qu'ils soient lourdement condamnés de manière exemplaire. Ils doivent être traduits immédiatement devant la justice, en comparution immédiate, et aller directement en prison. C'est comme ça que ça doit se passer. Et si on ne fait pas ça, moi je prends le pari avec vous, Patrick Roger, le 1er mai prochain, on aura à nouveau les mêmes scènes, et peut-être même que à d'autres occasions de manifestations de rue. Alors si je vous suis dans votre raisonnement, finalement, Nicolas Bay, vous dénoncez une forme de connivence. En tout cas, de laxisme. De laxisme. Il y a clairement un laxisme. Un laxisme de qui alors? Eh bien, des pouvoirs publics. C'est le ministre de l'Intérieur qui est directement en cause. Oui. Normalement, le rôle du ministre de l'Intérieur, c'est de les mettre hors d'état de nuire en donnant les instructions et les moyens à la police pour accomplir leur mission, et ensuite il y a eu beaucoup d'interpellations. De rendre compte devant l'opinion publique de l'action qu'il a menée pour les empêcher, de commettre ces actes de violence. Là, c'est exactement le contraire. Tout le monde voit les actes de violence se dérouler à chaque 1er mai, et on a le ministre de l'Intérieur qui vient commenter en disant qu'il condamne. Mais on se fiche complètement qu'il condamne. C'est la faute et la responsabilité. Le ministre de l'Intérieur, il est chargé d'empêcher que ça ait lieu et de faire en sorte qu'il soit sanctionné avec une extrême fermeté si ces actes ont été
Donc c'est de la responsabilité et la faute de Gérald Darmanin, vous dites ce matin. Oui, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice aussi, parce que M. Dupond-Moretti, il est toujours du côté il est rarement du côté des victimes, souvent du côté des... Ah bah si, il est du côté des victimes, souvent. Oui, enfin, bien sûr, il les a défendus quand il était, en tout cas, avocat. C'est comme le seul ministre de la Justice, quand il se rend dans une prison, il est pas ovationné par les gardiens, il est ovationné par les détenus. Ça en dit long quand même sur la manière dont il est perçu. Bon, passons maintenant au côté politique. Ce 1er mai a été l'occasion aussi de rencontres et de discussions. À gauche, notamment, on va voir à droite. Les Insoumis et les Verts ont signé un accord, visiblement, cette nuit. Ça discute encore avec le PS. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, justement, cette union de la gauche derrière, sous la bannière de l'Union populaire emmenée par Jean-Luc Mélenchon? Ça m'inspire la nécessité, c'est ce que nous avons dit. C'est ce que Éric Zemmour a proposé, d'un rassemblement aussi des forces de la droite et des forces patriotiques. Parce qu'on a une situation qui est la suivante. Ouais. Avant de parler de la droite, quand même, cet accord en fait à gauche. La gauche sait faire taire ces petites différences. Par souci d'efficacité électorale. Même s'il y a de la brouille, hein, vous avez on a un ennemi. Notamment. On a un ennemi, c'est l'islamo-gauchisme, dominé aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. On a un adversaire, c'est Emmanuel Macron et le bloc macroniste, avec le risque, c'est qu'il ait les pleins pouvoirs en France, exécutif, législatif, avec un président de la République qui n'a pas soucié de sa réélection puisqu'il a son 2e mandat et qui donc se sentira totalement libre de mener une politique même en totale inadéquation à ce que les Français attendent. Et donc, il y a une nécessité, c'est vis-à-vis de nos concurrents, en l'occurrence le Rassemblement National, on doit être capable de faire taire les différences. Elles existent, il ne s'agit pas de les gommer, on les a exprimées par la campagne présidentielle, mais il faut que les choses soient claires. Les chiffres sont simples. Si on prend les résultats du 10 avril, les résultats du premier tour, le Rassemblement National seul est capable de se maintenir dans 190 circonscriptions. Si on fait le rassemblement avec Reconquête et avec Nicolas Dupond-Aignan, à ce moment-là, ensemble, on peut, sur la base des résultats du 10 avril, être présent dans 370 circonscriptions au second tour. Donc maintenant, la balle est du côté du Rassemblement National. Ou bien ils préfèrent ne pas avoir trop de députés, préserver les petits intérêts boutiquiers. Et à ce moment-là, ils ne défendent pas les intérêts de la France. Ou alors, on est capable de mettre de côté les différences, même si elles existent. On se rassemble sur l'essentiel. Au prorata du poids électoral de chaque formation politique, on peut faire en sorte d'avoir des candidatures uniques de la droite patriotique dans toutes les circonscriptions françaises. Voilà. Moi, je pense que l'intérêt de la France aujourd'hui, c'est cette coalition. Je regrette, évidemment, nous regrettons avec Éric Zemmour que le Rassemblement National ait refusé cette main tendue. Pour l'instant, on a une porte close. Si il persiste dans cette démarche, à ce moment-là, évidemment, comme avec Reconquête, nous construisons une nouvelle force politique. C'était d'ailleurs la vraie nouveauté de cette campagne de cette présidentielle, nous aurons dans ce cas-là des candidats partout en France. Alors vous dites la porte est fermée, Nicolas Bay, mais est-ce qu'elle n'est pas entrouverte là depuis hier? Jordan Bardella, par exemple, a évoqué un soutien possible aux candidats patriotes dans certaines circonscriptions s'ils étaient dans la mesure de l'emporter. C'est un premier pas, ça, ou pas du tout? Non, mais en réalité, c'est un petit subterfuge. Il évoque des possibilités d'accord entre les deux tours. Oui. Mais en réalité, il devrait regarder les résultats du 10 avril. Sa propre formation politique, le Rassemblement National, risque d'être dans l'incapacité de se maintenir au second tour dans 2/3 ou les 3/4 des circonscriptions. Donc la question des accords au second tour n'est en réalité pas du tout le sujet. Oui. Voilà. Le sujet, c'est est-ce qu'on est capable de se rassembler dès le premier tour, comme le fait la France Insoumise, avec l'ensemble de la gauche et de l'extrême gauche, et comme le fait le bloc macroniste. Alors, est-ce qu'il y a encore possibilité d'avoir des discussions où c'est vraiment complètement fermé? Vous savez, vous qui connaissez bien Marine Le Pen, puisque vous avez travaillé en fait longtemps avec elle, est-ce qu'elle est en fait complètement arc-boutée sur sa position, ou est-ce qu'elle pourrait évoluer? Moi, j'ai le sentiment que le Rassemblement National a tendance à se recroqueviller dans une démarche d'enclavement, de monolithisme, qui prive notre famille politique de perspectives, et c'est assez inquiétant. Mais vous savez, c'est l'ADN de Reconquête, la démarche d'Éric Zemmour, sa singularité, voilà, de pousser au rassemblement, de rassembler des Français qui viennent d'horizons différents, aussi bien du Rassemblement National que des Républicains, et aussi beaucoup qui étaient abstentionnistes parfois de très longue date. Donc nous poursuivons, mais évidemment, s'il n'y a pas de possibilité d'accord, alors nous présenterons des candidats partout, parce que l'objectif, c'est aussi de provoquer une vraie recomposition politique. Vous savez, on nous a fait le coup par la présidentielle du vote utile. Oui. Le vote utile, il n'a été utile qu'à Macron. Oui. Il lui a sécurisé sa réélection, c'est pour ça qu'il le voulait. Il voulait ce duel face à Marine Le Pen, qui lui a assuré une réélection confortable. Nous, on a tout fait pour éviter ça. On a appelé à voter pour elle. On a appelé à voter pour Marine Le Pen, sans aucune ambiguïté, sans contrepartie, sans condition, dès le 10 avril au soir, mais ça n'a pas suffi. Et il faut bien dire ce qui est. Tous les signaux qu'elle a envoyés
envoyés dans l'entre-deux tours, c'est des signaux qu'elle a envoyés à la gauche. Et comment vous la qualifiez alors? Comment vous la qualifiez, Marine Le Pen, alors ce matin, Nicolas Bay, justement dans cette attitude? Vous savez, j'ai travaillé avec elle pendant des années. Oui. Moi, je vais pas renier mon engagement Pourquoi politique. Vous l'avez quittée d'ailleurs? Essentiellement pour deux raisons. Oui. D'abord parce qu'elle a une succession de renoncements et de revirements sur à peu près tous les sujets. Ah bon? Oui, par exemple, elle veut plus toucher à Schengen, elle veut plus toucher à la Cour européenne des droits de l'homme, elle ne veut pas remettre en cause la binationalité, elle ne veut pas remettre en cause la PMA sans père. Voilà, il y a un certain nombre de sujets qui, pour moi, me semblent importants, sont un peu à la base de mon engagement politique. Moi, je suis un militant politique depuis mon adolescence. Voilà, sur donc tous ça, ces c'est le sujets-là. premier point. Deuxième point. Et c'est la démarche, c'est la stratégie. Être capable justement de s'ouvrir et de rassembler. Marine Le Pen, on le voit d'ailleurs ces derniers jours, elle n'envisage pas d'avoir des alliés. Elle ne veut que des ralliés. Elle veut des gens qui se soumettent à un rassemblement national qui reste totalement enclavé. Or, moi, ce que je crois, c'est que le succès de notre famille politique, de notre courant d'idées, du courant national, du camp national, il passera nécessairement par un désenclavement, par une capacité à travailler avec d'autres, parce qu'on voit bien que Marine Le Pen seule, le Rassemblement national seul, c'est non seulement l'impossibilité de gagner, mais c'est même la sécurisation de la réélection d'Emmanuel Macron. Et pour vous, Reconquête, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'un mouvement mort-né parce que vous n'aurez peut-être pas d'élus, vous ne serez peut-être pas, vous n'avez pas de circonscription forcément gagnable. Il y a même des cadres qui ont quitté déjà le parti, Messia, Diers, etc. Vous verrez. Reconquête, ça va faire pchit alors? Non, vous verrez d'abord que ceux dont on annonce qu'ils ont quitté n'ont pas quitté. Ah bon? Oui, absolument. Et ensuite, Reconquête est la seule vraie nouveauté de la présidentielle. On a obtenu plus de 7% des voix, c'est-à-dire plus que les Républicains et le Parti Socialiste réunis. Et en réalité, on a posé les bases d'une nouvelle force politique. Alors bien sûr, les résultats ont été moins spectaculaires qu'on aurait espéré, mais une fois qu'il y a une faible participation, que le président de la République a tout fait pour empêcher le débat sur son bilan. La crise sanitaire puis la crise ukrainienne ont été utilisées pour confisquer en quelque sorte la démocratie. Eh bien, ça a profité aux étiquettes politiques les mieux identifiées, les candidats déjà installés, qui étaient déjà candidats pour la deuxième ou la troisième fois. Enfin, les mieux installés, pas forcément. Le PS et les LR, ils étaient installés. Je parle d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui ont été les bénéficiaires d'un soi-disant vote utile dont on voit bien aujourd'hui qu'il a été au bénéfice exclusif d'Emmanuel Macron. Éric Zemmour, il va être candidat aux législatives ou pas? Eh bien, il fera connaître sa décision très prochainement. Mais qu'est-ce qu'il fait hésiter? Je comprends pas. Écoutez, d'abord, il n'est pas automatiquement candidat aux élections législatives. Mais s'il se lance dans la politique. Mais il peut très bien être chef de parti sans être lui-même candidat aux législatives. Mais il fera connaître sa décision. Vous savez, il y a beaucoup de circonscriptions où on a obtenu d'excellents résultats, que ce soit à Paris, dans le sud de la France. Donc, on a des vraies perspectives. On va aux législatives avec l'espoir d'avoir des députés. Il cherche une circonscription où il pourrait être au deuxième tour. C'est ça. La réflexion est en cours. On est entre nous. L'ensemble des dirigeants de Reconquête seront soit eux-mêmes candidats, soit en première ligne pour l'animation de la campagne en soutien à tous les candidats que nous présenterons partout en France. Ira pas, on le saura dans combien de temps? Dans quelques jours. Dans quelques jours, quoi. Mais et la tendance? Je vous donne pas la tendance. Non, mais il a dit qu'il n'irait pas forcément. Non, mais vous comprendrez bien que c'est à Éric Zemmour de décider le moment venu ce qu'il souhaite annoncer. Et donc je veux pas le dire et vous, Nicolas Bay, parce que vous êtes député européen, vous allez changer de casquette ou pas? Moi, je suis député européen, donc je suis pas automatiquement candidat législatif. Je ferai connaître également ma décision dans quelques jours, mais pour l'heure, avec Guillaume Pelletier, avec Marion Maréchal, nous sommes attachés à organiser Reconquête et surtout à préparer ces élections législatives et des candidats qui porteront nos couleurs partout en France. Alors justement, vous êtes député européen. Dernière question, Nicolas Bay. Vous voulez alerter ce matin sur la démission du patron français de Frontex, Fabrice Leggeri, qui serait pressé de partir. Pourquoi? En fait, il y a une véritable cavale politique contre Frontex. Frontex, c'est l'agence européenne de contrôle des frontières extérieures. Et elle a reçu un mandat du Parlement européen, très clair, il y a quelques années, pour monter en puissance, porter les effectifs de 3 000 à 10 000 et devenir un vrai corps de garde-côtes et de garde-frontières, une police aux frontières européennes. Fabrice Leggeri, qui est un Français, essaye d'honorer ce mandat du Parlement européen, et aujourd'hui il fait face à une offensive de la Commission européenne et de la gauche qui critique l'action de Frontex, ne veut pas que Frontex protège réellement les frontières extérieures. C'est pas ça, mais il aurait contrevenu à certaines règles. Mais c'est faux. Oui, mais c'est inexact. En réalité, il s'appuie sur des décisions de justice, y compris d'ailleurs, il faut bien le dire, une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui reconnaît que dans certains cas, le refoulement des migrants à la frontière est
parfaitement légale, notamment lorsque les migrants veulent franchir la frontière par la force, par la violence, alors qu'ils auraient la possibilité de faire une demande de... Ils n'auraient pas respecté les procédures internes. C'est pas tout à fait exact. Lorsque les migrants ont la possibilité de faire une demande en bonne et due forme dans un consulat Schengen dans le pays limitrophe, eh bien ils ne peuvent pas franchir comme ça par la violence ou par la force une ligne frontière. Et donc par conséquent l'action à la fois vous dénoncez une cabale. Non mais les gardes de frontières avaient parfaitement le droit de procéder à ces refoulements. Et aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a deux philosophies qui s'affrontent. Soit on protège réellement les frontières extérieures, ce qui n'a jamais vraiment été fait. Soit ce que veulent certains et ce que veut manifestement la Commission européenne, c'est qu'on organise simplement l'accueil des migrants et que Frontex devient une annexe des ONG. Donc c'est une cabale contre... Oui, complètement. Et d'ailleurs, on a bien vu que les enquêtes internes, les enquêtes de l'Office européen antifraude, les enquêtes du Conseil d'administration de Frontex ont montré en réalité qu'il n'y avait pas eu d'infraction. Mais la vérité, c'est que la réglementation européenne actuelle est ambiguë et qu'elle empêche les gardes-côtes et gardes-frontières de protéger réellement et efficacement nos frontières. Merci Nicolas Bay, député européen, vice-président exécutif de Reconquête, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.